سد حاجز للمخاطر. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Les Égyptiens ont dit leur mot, les Égyptiens ont voté et aujourd'hui c'était le résultat des élections présidentielles avec la victoire du candidat Abdel Fattah el-Sisi pour un nouveau mandat jusqu'en 2030. Il faut dire que le président Abdel Fattah el-Sisi a été réélu avec 89,6% et il a remporté un nouveau mandat de 6 ans dans un contexte de forte mobilisation électorale affichant un taux de participation de 66,8%. Les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi est réélu pour un troisième mandat qui prendra fin en 2030 avec 89,6% des voix validées, soit près de 39 millions de voix, a annoncé ce lundi l'autorité nationale des élections. Le taux de participation a atteint 66,8%, le plus élevé de l'histoire des présidentielles en Égypte, a par ailleurs précisé le président de l'autorité, Hazem Badawi, lors d'une conférence de presse. Hazem Omar du Parti républicain du peuple a obtenu 4,5% des voix. Farid Zahran, à la tête du Parti social-démocrate de gauche, a recueilli 4% des votes. Et Abdessamad Yamama du Néo-Wafd, le plus ancien parti libéral du pays, a quant à lui recueilli 1,9% des votes. Rappelons que le président Sisi a été élu président pour la première fois en 2014 avec 96,8% des voix face à Hamdine Sabbahi, ancien candidat de gauche, puis réélu avec 97% lors de son deuxième mandat face à Moussa Mustafa du parti Al-Ghad. L'élection présidentielle de 2024 s'est déroulée en 2 temps, du 1er au 3 décembre pour les citoyens égyptiens vivant à l'étranger et du 10 au 12 décembre en Égypte. À l'intérieur du pays, le vote a eu lieu dans 11 631 bureaux de vote répartis dans des écoles, centres de jeunesse et établissements de santé. Pour les expatriés, le scrutin s'est tenu dans 137 centres électoraux, principalement dans les ambassades et consulats égyptiens répartis dans 121 pays. Selon l'autorité nationale des élections, aucune réclamation n'a été enregistrée par les candidats ou leurs représentants du début à la fin du processus électoral, incluant le vote, le dépouillement et l'annonce des résultats. Et pour nous donner davantage d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne le Dr Ahmed El-Lessi Nassef, spécialiste de relations internationales et analyste politique. Dr Nassef, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir à vous, madame. Dr Nassef, le président Abdel Fattah el-Sisi a remporté les présidentielles 2024. Il va être à la tête du pouvoir juste pour un nouveau mandat jusqu'en 2030 pour un mandat de 6 ans. Tout d'abord, on aimerait passer en revue les messages lancés par le président Abdel Fattah el-Sisi dans son discours aujourd'hui, suite aux résultats. Je pense que c'est court, précis et très clair. Il a été heureux, pas seulement pour les résultats, mais aussi pour le processus démocratique qui commence à prendre place en Égypte.
c'est la première fois que on voit depuis 1952 qu'on voit 4 candidats qui sont dans les élections, qui ont des directions différentes. Et merci Dieu, aucun parmi eux était sur une base religieuse, mais on avait 4 candidats. Ça, c'est une première dans l'histoire égyptienne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui a été très appréciée, c'est le pourcentage de participants aux élections. Le fait que le président Sisi allait gagner, je ne pense pas que c'est une surprise pour plusieurs personnes, ou la plupart des Égyptiens, et même un peu partout dans le monde. Mais la surprise était la confirmation d'un temps de pourcentage dans la participation dans les élections pour dire et réaffirmer au président que le peuple est vraiment derrière vous. Ce n'est pas que le président a gagné par un petit pourcentage de présence, mais vraiment c'est l'intensité de présence qui a envoyé tout le message là. Donc je pense, comme il a dit dans son mot, son excellence, on est dans un temps très difficile, ou dans ce qui est en train de se passer juste à côté de nous à Gaza, qui est plus ou moins une menace d'une façon ou l'autre à la sécurité nationale égyptienne et à la cause palestinienne. Et c'est une situation très délicate que je pense qu'on est, jusqu'aujourd'hui, on est en train de très très bien gérer, même avec pas mal de provocations ou qui viennent de la part de nos voisins, ou même de ce qui est en train de se passer de la part des Houthis. Est-ce que c'est toujours une faute ou c'est fait exprès pour provoquer l'Égypte? On a encore plus de pression économique qu'un des sources principaux pour l'Égypte, pour le devise, et maintenant, disons, a des problèmes, qui est le canal de Suez, parce que le transport maritime à partir de la mer Rouge est plus ou moins, chaque jour, est en train de se diversifier et prendre une autre route qui va bien sûr affecter la devise que normalement l'Égypte est en train de collecter sur le passage du canal de Suez. Déjà, on a fait en 2023 un record, presque de 9 milliards de dollars, mais malheureusement, apparemment, le mois de décembre va être un peu faible. Le plus rapidement que cette guerre, ces atrocités s'arrêtent, c'est le bien de tout le monde et bien sûr de nos confrères en Palestine. Donc le président là, il est en train d'assumer une responsabilité énorme. C'est vraiment un poids lourd dans un temps très très difficile, mais il est vraiment supporté par le peuple qui est sorti pour lui dire on est derrière vous, on est là, on vous supporte et on veut que vous preniez cet mandat jusqu'à 2030 pour que l'Égypte passe où nous sommes, les temps difficiles où nous sommes. Et lui, il était aussi très honnête avec le peuple. Il a dit qu'on va avoir beaucoup de travail. C'est lui qui va être le leader et qui va gérer ça. Et je pense que le peuple a déjà dit son mot et son acceptance. Docteur Lessi, il faut dire qu'il y a plusieurs défis et plusieurs enjeux sur le plan interne et externe. Vous avez cité la question de Gaza et autres, mais disons tout d'abord sur le plan intérieur, quels sont les principaux défis qui vont se poser au chef de l'État jusqu'en 2030, c'est-à-dire quels sont les principaux dossiers sur lesquels il va travailler à votre avis? C'est une très bonne question, merci bien.
Je ne suis pas très sûr qu'on peut séparer les deux, parce que il y a un lien qui est très clair entre ce qui est en train de se passer autour de nous et les risques ou les défis internes dans le pays. Donc, si on regarde très rapidement ce qui est en train de nous, on a la Libye à notre ouest, à l'est, on a Gaza, au sud, on a le Liban. Pratiquement, on a 3 guerres juste à côté. De chaque côté, on a une guerre qui est en train de nous affecter d'une direction ou l'autre. Je ne suis pas sûr si, bien sûr, le plus grand défi interne en Égypte ces jours-ci, c'est le défi économique. Mais est-ce que c'était pas voulu? Est-ce que c'était pas géré de distance, si vous voulez, pour qu'on soit dans un coin, qu'on peut être un peu, ou ils pensaient, ou ceux qui ont causé ce problème, on pourrait penser que peut-être si on est dans ce coin, on va être beaucoup plus souple, on va être moins résistant à une idée comme par exemple accepter l'immigration ou la rélocation des Palestiniens au Sinaï. Et là, on voit qu'on est en train de subir une pression économique énorme, vraiment. Oui, on a des problèmes peut-être internes, mais ce qui est en train de se passer, c'est était un peu trop fort et c'était pas attendu vraiment. Donc, je pense que internellement, on a le problème économique, qui a plusieurs axes, notamment la devise, notamment les histoires avec les importations, notamment avec la discussion avec la Banque mondiale et aussi l'aide qui a été attendue ou a été promise de nos confrères au Golfe, mais il y a eu peut-être un changement d'avis dans les dernières minutes. Donc, c'est dans plusieurs axes, mais la base est vraiment un problème économique. On a aussi la croissance de la population qui est assez importante et qui doit être contrôlée. Et après ça, on a des défis sur l'éducation et qui a une dimension aussi économique. On ne peut pas nier ça parce que si on avait tout l'argent dans le monde, on pourrait construire toutes les écoles dans le monde, on pourrait payer les professeurs tout ce qu'ils voulaient et tout le monde aurait été très heureux. Mais ce n'est pas le cas. Et puis aussi, on a le plus grand défi de la santé nationale. Et on a vu un programme très intéressant qui a été lancé par le président Sisi, de tester l'assurance nationale. Ça a commencé à Port Saïd, mais ça va coûter beaucoup d'argent, c'est pas un secret. Donc, le président avait mis plusieurs axes pour résoudre ces problèmes, notamment que l'Égypte doit dépendre beaucoup moins sur les importations et on doit commencer par avoir la self-suffisance qui est surtout dans les produits stratégiques ou le produit d'alimentation, notamment le blé. Donc là, on est en train de développer de nouveaux terrains, de développer le projet de nouveaux délais et tous ces histoires compliquées. Ça prend beaucoup de temps. On a l'histoire d'énergie. Et là, on est il y a 2 semaines qu'on vient de signer avec l'Italie un projet très important pour exporter l'énergie verte pour l'Italie et le reste d'Europe. Et surtout, on doit garder l'Égypte souverain. Et pour être ça dans la région où on y est aujourd'hui, ça a besoin de beaucoup de concentration sur la force militaire et c'est beaucoup du travail aussi. Donc, il y a plusieurs dossiers qui sont assez compliqués, qui sont
c'est très difficile de les prioriser, et notamment est-ce que la santé ou l'éducation, est-ce que c'est l'armée et le militaire égyptien pour se protéger, ou l'alimentation? C'est des questions qui sont pratiquement impossibles à répondre. Et la seule bonne réponse qu'on doit travailler sur tous, et tous ces axes en même temps, qui est un challenge et un défi énorme. Mais on a vu que le président est très dirigé dans cette direction, et même que c'est un défi énorme. Et on doit garder une chose pour être aussi très juste au président Sisi. Oui. La crise économique que tous on est en train de subir aujourd'hui ne vient pas de commencer aujourd'hui, ou même 10 ans. Cette crise économique a pris le 17 et le 18 janvier 1977, quand le président Sadat a refusé de changer le taux de change, et on a commencé à subventionner le prix du dollar pour presque 40 ans. Et là, on est en train de payer le coût de 40 ans. Ça a été mal géré. Excusez le mot, mais j'aimerais être aussi clair que possible. Donc vraiment, c'est difficile pour l'administration, pour le président et pour les Égyptiens, mais vraiment, il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas guérir un cancer par des aspirines. On a essayé ça pour 40 ans et aujourd'hui, on vient de payer le prix. C'est dur, ça va être un peu dur, mais quand on va passer de cette période, je pense qu'on va être une économie normale avec des défis normaux qu'on pourrait tous passer, et ça va devenir beaucoup facile à gérer. Mais où on était, on est en train de subventionner le prix de devises elles-mêmes, et pas ceux qui ont besoin de subvention en Égypte. C'est là qu'on était fautif pour 40 ans, et 40 ans, c'est beaucoup de temps. Oui. Docteur Ahmed El-Lessi, il faut dire que 2030 est une année importante, car il y a un agenda 2030 pour lequel le travail a déjà commencé. Tout d'abord, quelles sont les principales caractéristiques de cet agenda? À quoi est-ce qu'on s'attend en 2030? On a la vision qui a été développée. On a le 17 points de la développement continuel. Donc, on attend on espère que on va être capable d'atteindre la vision qui a été définie. C'est pas facile parce que aucun plan, vision inclus, ne peut pas être capable de projeter ou définir ce qui va se passer dans 6 ans. Si on retourne en arrière 6 ans, en 2017, on n'aurait pas prévu le corona, on n'aurait pas prévu ce qui est en train de se passer à Gaza, on n'avait pas prévu le barrage de Renaissance en Éthiopie, on n'aurait pas prévu la guerre entre l'Ukraine et la Russie qui va faire plomber les prix de grains et du blé et d'huile. Donc, c'est très difficile de projeter le contexte. On a une vision, on va avoir des vents contradictoires qui vont nous pousser dans d'autres directions, mais là, ce qui compte, c'est vraiment la stabilité du système, c'est la stabilité du leader, on doit toujours garder nos yeux sur la vision pour qu'on puisse atteindre. Et notamment, les défis sont très connus. Il n'y a pas de surprise. On doit rester un pays souverain de sécurité.
On doit travailler sur l'éducation, on doit améliorer les services de santé et on doit essayer de réduire la dépendance sur les importations et approfondir l'industrie égyptienne. Ça, c'est pas un secret, tout le monde savent, et si je ne me trompe pas, plus ou moins, la plupart, si pas tous les candidats dans cette élection avaient ces points. Mais la question, c'est que comment arriver à ça? Et c'est ça vraiment le plus grand défi, surtout dans l'inconnu, et qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans 6 ans. Il y a 6 ans, on ne pourrait pas imaginer ce qui s'est passé. Les grands événements qu'on a eus ont vraiment changé pas mal de choses. Et 6 ans dans le futur, c'est très difficile aussi de dire. Mais autant qu'on a un plan, on va essayer d'atteindre notre vision et on doit rester tous ensemble. On doit garder ce pays, disons, indépendant dans cette région qui est très, très difficile à y être vraiment. Oui, docteur Ahmed El-Lessi Nassef, vous êtes analyste politique et spécialiste de relations internationales. Je vous remercie infiniment pour votre attention et pour votre contribution. Il faut dire que les élections présidentielles représentent un modèle honorable de l'Égypte à l'intérieur et à l'étranger, un modèle qui reflète une prise de conscience politique et constitutionnelle à la hauteur de la civilisation égyptienne. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui Ahmed El-Benderi, directeur de l'organe exécutif de l'autorité nationale des élections. Voyons les détails dans ce compte rendu.